Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Panorama Info. Dans mon émission d'il y a 2 semaines, enregistrée tout juste après mon retour du Brésil, j'exprimais une fois de plus mon indignation, mon inquiétude et ma colère, surtout après avoir appris l'entrée des troupes rwandaises dans la ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Goma, une ville où j'ai vécu. Depuis, j'ai suivi avec angoisse, jour après jour, l'évolution de la situation sur le terrain. L'armée rwandaise et leurs supplétifs du groupe armé dénommé M23 ont malheureusement consolidé leur emprise sur cette grande ville et pire, ils ont poursuivi leur avance vers le sud en longeant la rive ouest du lac Kivu, ce grand lac situé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Depuis ma précédente émission sur ce sujet, de terribles informations ont commencé à filtrer depuis Goma. Durant et après l'assaut mené par les troupes rwandaises et leurs supplétifs, plus de 3000 hommes, femmes et enfants ont trouvé la mort, victimes collatérales des combats ou victimes de tueries perpétrées par les envahisseurs. Les rues de la ville étaient jonchées de cadavres et la morgue était pleine, plus que pleine. Des enterrements de masse ont dû être organisés à la hâte afin de tenter d'éviter la propagation de maladies contagieuses telles que le choléra. Les forces d'occupation ont entrepris de démanteler les immenses camps de personnes déplacées qui étaient situés dans les périphéries nord et ouest de Goma et qui abritaient près d'1 million de personnes. Tous ces gens avaient fui, durant les mois précédents, les zones contrôlées par le M23 et la progression de ce groupe armé, ainsi que les combats qui opposaient donc les forces rwandaises et le M23 d'une part, et l'armée congolaise et ses alliés. Ces personnes déplacées ne pouvaient donc qu'être considérées comme de potentiels éléments hostiles par les nouveaux occupants de Goma. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que beaucoup de ces personnes déplacées figuraient parmi les 3000 morts qui sont à déplorer. Les autorités de fait qui contrôlent la ville depuis 2 semaines ont par ailleurs incité ces personnes déplacées à retourner vers leur localité d'origine. D'autres ont trouvé refuge dans les églises de Goma. Les quelques organisations humanitaires encore présentes ont distribué ce qu'il leur restait de stock, que ce soit de nourriture ou de petits matériels, tels que des ustensiles de cuisine ou des bâches en plastique. Plusieurs entrepôts de ces organisations ont en effet été pillés lors de l'entrée en ville des envahisseurs. Depuis, Goma n'a pas pu être ravitaillée. La malnutrition déjà présente de manière endémique au sein de la population risque de se transformer rapidement en véritable famine. Les gomatraciens, comme on appelle les habitants de cette grande ville congolaise, vivent dans la peur et le reste du monde se contente de publier quelques vagues communiqués qui, jamais, ne désignent clairement l'agresseur, à savoir le régime de Kigali. Dans ma précédente émission, au sujet de cette crise, j'avais exprimé mon inquiétude pour mes amis et connaissances vivant à Goma, dont je suis sans nouvelles,
jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je me dois, hélas, d'exprimer cette même inquiétude pour ceux de Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, puisque les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 n'ont cessé de progresser en direction de cette grande ville où j'ai vécu plusieurs années. Les localités du bord du lac Kivu, du moins du côté congolais, sont tombées les unes après les autres, révélant une fois de plus l'impuissance des forces armées de la République démocratique du Congo à les arrêter. Cette armée congolaise souffre depuis toujours de la corruption, d'un commandement souvent déficient et d'une inorganisation criante. Pire, certaines milices locales alliées de cette armée se rendent elles aussi coupables d'exactions et de pillages dont sont victimes la population civile. En ce qui concerne les menaces contre Bukavu, il ne faut pas s'y tromper. Le jour où le dictateur rwandais Paul Kagame l'aura décidé, Bukavu tombera. Car cette ville, comme Goma, est située sur la frontière rwandaise. Alors que la tension se concentre sur l'avancée des troupes rwandaises depuis Goma le long du lac Kivu, Kagame n'aura qu'à donner l'ordre à son armée de traverser la frontière qui sépare la ville rwandaise de Cyangugu et Bukavu. C'est ce qui s'était produit en 1996 lors de la première invasion rwandaise, c'est ce qui s'est à nouveau passé en 2004 lors d'une brève occupation de la ville par les forces rwandaises, et c'est ce qui peut arriver à tout instant si Kagame juge que le moment est propice. Je suis en contact permanent avec mes amis de Bukavu. Ils me tiennent au courant quotidiennement de l'évolution de la situation sur place. J'ai aussi recueilli le témoignage de l'un d'eux qui confirme ce que m'ont déclaré les autres. Ne sachant de quoi l'avenir immédiat sera fait à Bukavu, je préfère, pour des raisons évidentes, ne pas citer de nom dans cette émission. J'ai choisi de ne pas utiliser de documents sonores afin de préserver l'anonymat de ce témoin. Je vais donc me contenter de lire ses propos. Voici ce témoignage recueilli le mardi 11 février. Je cite. « Je me trouve présentement à Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Après l'attaque et la prise de la ville de Goma, le 27 et le 28 janvier, tout laissait croire que c'était Bukavu qui serait la prochaine cible du groupe armé M23 et de ses parrains rwandais. Cette prise de Goma a créé la panique au sein de la population de la ville de Bukavu. Il y a ceux qui ont commencé à fuir vers le Burundi et la Tanzanie. Vers la Tanzanie, via le Burundi, bien sûr. Il s'agit de ceux qui avaient les moyens d'organiser un tel voyage. La majeure partie de la population ne peut pas se payer ce luxe et est donc coincée à Bukavu et contrainte de demeurer sur place en s'attendant au pire. Sur le plan sécuritaire, il est clair que la ville de Goma et la province du Nord Kivu étaient mieux équipées militairement et beaucoup plus protégées que notre province du Sud Kivu. Malgré l'instauration de l'état de siège, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont pourtant fini par pénétrer dans la ville de Goma. Il est donc évident que si rien n'est fait, Bukavu ne sera pas en mesure de faire face à une éventuelle attaque. Nous encourageons nos autorités à améliorer le traitement des militaires et de leurs familles. Avec les salaires de misère qu'ils perçoivent, nos militaires manquent parfois de motivation. C'est pourquoi on enregistre des cas de désertion dans les rangs de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Beaucoup sont des soutiens de famille et ils préfèrent retourner auprès des leurs car les autorités n'ont aucun plan de prise en charge des familles de soldats.
Il y a de cela 3 jours, un groupe de miliciens dits Wazalendo et quelques éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont causé des troubles dans la ville de Bukavu. Avant cela, ils avaient déjà tué 10 personnes à Kavumu, la localité où se trouve l'aéroport de Bukavu. Parmi les victimes, on a dénombré quelques jeunes entrepreneurs locaux. À Bukavu même, ces miliciens ont commis le même genre de forfait sur certains vendeurs de rue, particulièrement ceux qui mènent leurs activités le long des routes et avenues de la ville. Les autorités provinciales et militaires ont tout fait pour mettre la main sur les auteurs de ces forfaits et en ce moment même est organisé un procès en flagrance contre eux. La ville est redevenue calme et les activités commerciales et autres ont repris. Dans les écoles, les enfants continuent à arriver comme d'habitude. C'est la période des examens et ces derniers ont pu se dérouler normalement. Nous enregistrons même de nouveaux élèves en provenance de Goma. Il s'agit certainement de ceux qui étaient parvenus avec leur famille à quitter la ville juste avant l'entrée des troupes rwandaises et des pseudo-rebelles. Ce que nous espérons pour les prochains jours, c'est une reprise de Goma et pas une attaque sur Bukavu que personne ne souhaite, bien sûr. Nous savons que le M23 sème la terreur partout où il s'installe et nous, à Bukavu, nous ne sommes pas prêts à revivre une telle situation et je sais que la population de Goma ne rêve qu'au départ des agresseurs et à la libération de l'occupation étrangère. Fin de citation. Voici donc pour ce témoignage qui m'a été envoyé de Bukavu, comme je l'ai dit, le 11 février. On l'aura compris, le danger qui plane sur cette ville importante est bien réel et même imminent. Cependant, l'avancée des troupes rwandaises et de leurs supplétifs du M23 ne se limite malheureusement pas au seul Sud Kivu. Au Nord Kivu, ces envahisseurs ont lancé une nouvelle offensive, cette fois-ci vers le nord, en particulier dans le territoire de Lubero. Pire, en Ituri, la province voisine du Nord Kivu, on signale de nouveaux affrontements et de nouveaux massacres. Ces horreurs ont lieu sur fond de conflits ethniques opposant, pour schématiser un petit peu, les cultivateurs Lendu et les éleveurs Hema. Je connais bien cette situation pour avoir dirigé un programme de démobilisation d'enfants soldats de l'Ituri en 2001. Je connais même certains des seigneurs de la guerre et chefs de milices ethniques pour avoir dû négocier avec eux. L'un d'eux, Thomas Lubanga, fut même le premier condamné dans l'histoire de la Cour pénale internationale. Il avait été arrêté en mars 2006 et remis à la CPI, puis transféré au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale à La Haye. Il fut inculpé pour crime de guerre, soit 2 chefs d'accusation pour enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans. Son procès eut lieu du 26 janvier 2009 au 26 août 2011 à La Haye et je fus même invité par l'accusation à témoigner. Pour cela, j'avais dû me rendre aux Pays-Bas depuis Abéché, au Tchad, où je travaillais à l'époque. Je garde un très mauvais souvenir de cette expérience, car les avocats de la défense n'avaient de cesse que de m'interrompre avec de pseudo-objections dans le but d'invalider mon témoignage ou même tout simplement de m'empêcher de parler. Le 14 mars 2012, la Cour pénale internationale prononça son premier verdict en déclarant Thomas Lubanga coupable de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et du fait de les avoir fait participer à des hostilités. Le 10 juillet 2012, la CPI le condamna à 14 ans de prison. La durée de sa détention courant à partir de la date de son arrestation, il fut libéré dès le 15 mars 2020. À son arrivée à Kinshasa,
Lubanga fut reçu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans une tentative de restauration de la paix en Ituri. En juin 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en cause Thomas Lubanga pour son soutien à une nouvelle milice armée Hema dénommée Zaïre. En janvier 2025, dans un rapport, le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC a accusé Thomas Lubanga d'être lié avec le M23. Lubanga habiterait à Kampala, en Ouganda, et aurait installé des camps d'entraînement pour la milice Zaïre en Ituri et en Ouganda, avec le soutien du Rwanda. La main de Kigali et celle de Kampala ne seraient donc pas étrangères à ce regain de violence en Ituri. D'autant qu'un autre seigneur de la guerre de l'Ituri, le chef Yves Kawa Pandro, que j'ai bien connu, serait lui aussi impliqué dans la reprise des combats dans cette province et lui aussi entretiendrait des liens étroits avec le régime de Paul Kagame. L'histoire est un éternel recommencement, dit-on. La véracité de cet adage est largement confirmée par les tragiques événements qui sont en train de se dérouler dans les deux Kivu ainsi qu'en Ituri. Les anciens humanitaires et observateurs de cette région des Grands Lacs, dont je fais partie, ne peuvent qu'avoir une triste impression de déjà-vu. Même les acteurs de cette crise sont souvent les mêmes que lors des précédentes crises depuis 1996. Et le parrain et instigateur de cette crise est lui aussi le même. Il s'agit bien sûr de Paul Kagame, avec le concours de l'éternel président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui s'est emparé du pouvoir par la force en janvier 1986, il y a donc près de 40 années. Mais cette fois-ci, internationalement, Paul Kagame n'est pas en aussi bonne position que durant les crises précédentes. De plus en plus de voix s'élèvent de par le monde pour dénoncer l'implication directe de son armée dans les événements en cours, et certains pays européens, sauf la France, ont même commencé à réduire leur assistance financière à Kigali. Et sur le terrain, deux pays osent lui faire face militairement. L'Afrique du Sud, qui a déployé un contingent au Kivu et dont plusieurs soldats ont été tués lors de la prise de Goma. 14 corps de militaires sud-africains ont déjà été rapatriés en Afrique du Sud et la tension diplomatique avec le Rwanda est à son comble. De son côté, le Burundi a lui aussi envoyé son armée au Kivu et elle fait face assez efficacement à l'armée rwandaise et à ses supplétifs dans la province du Sud Kivu. Les combats en cours pourraient donc dégénérer en guerre régionale dont le petit Rwanda risque de ne pas sortir vainqueur cette fois-ci. Face à cette crise, le rôle de la France est toujours aussi ambigu. Le président français continue à vouloir ménager la chèvre et le chou. En refusant de soutenir clairement le pays agressé, contrairement à ce qu'il fait depuis 3 ans avec l'Ukraine, Emmanuel Macron fait malheureusement monter un fort ressentiment à l'égard de la France chez les Congolais. La France a déjà dû quitter précipitamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Elle risque de perdre à présent sa crédibilité en République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde. Je vous laisse sur ces considérations, chers amis auditeurs et auditrices. Je vous laisse avec le groupe Alliance de Bukavu, que j'avais soutenu lors de mon séjour à Bukavu. Et ces jeunes, leur thème de prédilection, je dirais, c'est la paix. Et je pense que cette chanson que vous allez entendre est tout à fait d'actualité. À la semaine prochaine.
ceux qui croyaient que le Congo demeurera toujours dans le chaos, voici bourré une confusion totale. Les rossignols avec le groupe Alliance. Nous saluons la paix dans notre pays Congo, annoncé depuis toujours. Après de longues guerres de massacres et de viols, il retourne sous nos yeux dans nos activités. Malgré les différends qui se vivent dans nos villages, peuple congolais restons toujours solidaires. La guerre, la haine, les viols, le massacre, les tueries au Congo sont devenus des souvenirs et non des réalités. Après les efforts conjugués du peuple de ces dirigeants qui ont voulu bouter hors du pays la guerre, qui ont voulu introduire la justice, la démocratie, qui ont voulu bouter hors du pays la guerre, qui ont voulu introduire la justice, la démocratie. Les enfants familles, message et peuple congolais, connaissez la pratique comme la Chine, dans des jours, avec nous, dans notre pays, nous voulons saisir la liberté de nos mains, nous voulons les progrès dans notre pays, nous voulons saisir la liberté de nos mains. Palper, savourer, nous voulons savourer la joie d'être congolais. Nous voulons palper, savourer, nous voulons savourer la joie d'être congolais. Après c'est la parole de c'est dans notre pays Congo. C'est ainsi qu'on va rejeter. C'est ainsi qu'on va rejeter la haine, le tribalisme et les massacres. Vivement le Congo nouveau, des paix, des joies. Vivement le Congo nouveau, des paix, des joies. C'est ainsi qu'on va rejeter. C'est ainsi qu'on va rejeter